Chers téléspectateurs de Malicounda Foni TV, bienvenue. Aujourd'hui, dans le cadre de Mali Débat, nous avons avec nous l'une, je dirais, des voix d'Afrique, l'un des leaders d'opinion. C'est un reggae maker du nom de Sangyam. Sangyam, c'est Sylvain Savadogo, bien sûr. Son nom d'artiste est Sangyam. Sangyam, bonjour. Bonjour. Et une fois de plus, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Mesdames et messieurs, sans trop tarder, comme nous le disions tantôt, nous sommes dans le cadre des débats, Mali Débat bien sûr. Sangyam, oui. Vous êtes un artiste musicien. Oui. Comme on dit, un reggae maker. Oui. Pour vous présenter brièvement comment Sangyam est vraiment venu à la musique et quels ont été vraiment ses débuts dans cette musique, ces apprentissages jusqu'aujourd'hui. Merci bien. Merci de m'avoir invité sur votre plateau. Je profite de l'occasion de dire bonsoir à tous les téléspectateurs. Sangyam est venu dans la musique dans les années 95. Surtout la musique reggae, j'ai opté pour faire la musique reggae, histoire vraiment d'inculquer des idéaux panafricanistes, de revendiquer les causes nobles, les causes d'Afrique. Voilà. Eh bien, vous l'aurez très bien compris, et voilà un jeune qui très déterminé à vraiment apporter sa pierre à l'édification de cette Afrique et qui a été vraiment sincèrement emballé par l'idée du panafricanisme tel que nous l'a enseigné des grandes voix qui malheureusement ont laissé leur vie pour ce combat, tel que Patrice Lumumba et tel que Thomas Sankara. Et je ne manquerai pas de citer également Martin Luther King qui disait dans un de ses discours I have a dream, j'ai fait un rêve. Et ce rêve c'était pour la liberté du peuple noir, du peuple africain. Alors donc Sangyam, vous avez un idole, j'espère, parce que en vous voyant, je vois sur votre épaulette des galons, je vois le treillis que vous avez porté, je vois un béret vraiment, et c'est écrit Thomas quelque part Sankara. Capitaine Sankara. Capitaine Sankara. Oui, tout à fait. Chaque artiste a un idole, voilà, et qui lui pousse vraiment à essayer de l'imiter. Moi, je suis artiste reggae. J'ai choisi le nom Sankara comme nom d'artiste. D'abord, ça a été un pseudo, disons, ça a été un surnom d'abord. Lors des débats entre amis, je ne faisais que citer les citations de Thomas Sankara. Et voilà raison pour laquelle j'ai eu ce surnom Sankara. Et par la suite, je me suis dit que bon, voilà, ça serait mieux de prendre ce nom-là comme nom d'artiste, Sankara. Alors donc, c'est dit que votre idole, c'est Thomas Sankara. Mais qu'est-ce qui vous a vraiment sincèrement attiré, qu'est-ce qui vous a fait adhérer aux idéaux de Thomas Sankara? Ces combats, quels sont ces combats selon vous qui ont marqué votre vie? Voilà, Sankara, disons comme tout Africain, et quand on prend l'histoire, on sait comment est-ce que l'Afrique a souffert. On sait comment est-ce que nos aïeux ont souffert de l'esclavage à la colonisation. Et la néocolonisation aussi, sans oublier. Sankara, quand j'écoute souvent les discours de Thomas Sankara, pour moi personnellement en tant qu'Africain, si je dois vraiment œuvrer pour la cause de l'Afrique, voilà, les citations de Sankara m'ont beaucoup marqué. Depuis son enfance jusqu'au jour où il a pris le pouvoir, voilà la raison pour laquelle j'ai choisi Sankara comme idole et propager son message et d'inculquer davantage ses idéaux. Votre combat, votre cause est, je pense, très, très, très noble.
Et car Thomas Sankara était un panafricaniste qui s'est longtemps battu pour que le peuple africain prenne enfin son indépendance vraie, son vraie indépendance, l'indépendance culturelle, l'indépendance morale, l'indépendance spirituelle et l'indépendance politique et économique. Il disait tantôt malheur à ceux qui bâillonnent le peuple. C'est dire que c'était un président qui était plutôt avec le peuple. Tout à fait, c'est un président qui était avec le peuple. D'après une de ces citations que je cite, je préfère prendre un pas avec le peuple que de prendre 100 pas sans le peuple. Je crois que le pouvoir, c'est quelque chose qui appartient au peuple. Tout à fait. Le peuple confie le pouvoir à un président. Le président, c'est comme un employé d'un entrepreneur. Quand l'entrepreneur te confie son entreprise, il va pas te laisser vraiment faire n'importe quoi. Tout à fait. Il va te surveiller. Il va te surveiller, bien sûr. Alors, Thomas Sankara, puisque le peuple lui a confié le pouvoir, donc cela va de soi qu'il fasse la volonté du peuple. Tout à fait. Tout à fait. C'est ça. Donc, bien sûr, l'enfant de Yako, bien sûr, comme on l'appelait, l'enfant prodigue de Yako, car c'est son village natal. Justement. Et déjà à 19 ans, Thomas Sankara va intégrer l'armée. Oui. Et ensuite, pour son engagement vraiment politique, quand je dis politique, comme toute chose dépend de la décision politique, il a préféré s'engager dans la politique. Il fut plusieurs fois, je pense, ministre dans plusieurs gouvernements. Tout à fait. Il fut ministre de Jean-Baptiste Ouédraogo. Voilà, il a été ministre je crois 2 fois comme ça. Tout à fait. D'abord, il était ministre de, comment on appelle là, de l'information. Tout à fait. Après, il est devenu Premier ministre. Il est devenu Premier ministre. Et sachez bien qu'en ce moment, quand Sankara est devenu ministre, il venait lors des réunions, lors des rencontres ministérielles, Sankara venait à vélo. À vélo. À vélo, il a 2 fois été victime d'emprisonnement pour avoir démissionné. C'est d'ailleurs en ces termes, quand il a démissionné, il a claqué la porte en ces termes. Malheur à ceux qui bâillonnent le peuple. Et vous l'aurez compris, rares sont aujourd'hui les chefs d'État ou les ministres qui vont venir en conseil des ministres au bureau, peut-être si ce n'est dans les bolides, je vais dire les grosses cylindrées, et les Mercedes qui coûtent des millions et des millions. Et Thomas Sankara, déjà à l'époque, pouvait s'offrir le luxe de rentrer dans ces bolides. Mais il préférait venir à vélo. C'est dire que lui, il était du peuple. Justement. Et il ne voulait pas vraiment laisser un fossé entre lui et le peuple. Justement. Bien, donc ce combat que vous voulez promouvoir et pérenniser. Oui. Alors, justement. Ok. Moi, je trouve que Sankara était pour moi, si vous me permettez, entre guillemets, un prophète. Était un prophète. Un prophète, pour moi, il était un prophète pour moi. Alors, il est pour moi un devoir générationnel pour moi de perpétuer son combat. Tout à fait. De perpétuer son combat. Il a fait ce qu'il fallait faire. Tout à fait. Il a fait ce qui était à son pouvoir. Tout à fait. Et je profite encore de l'occasion à tous les Africains, à la jeunesse africaine, d'embrasser la politique de Thomas Sankara. Tout à fait, tout à fait. D'embrasser les idéaux de Thomas Sankara. Tout à fait. Oui. Eh bien, donc, c'était un appel donc pressant de notre leader d'opinion Sankyam à l'endroit de toute la jeunesse africaine et à travers le monde de suivre vraiment le combat qu'a mené ce panafricaniste digne de ce nom qui fut Thomas Sankara, qui disait dans une de ses citations, et je cite, « Il ne faut pas tenir le peuple en respect, mais réserver tout le respect pour le peuple. » Il savait tout dire. Yeah. Alors donc, Sangyang, votre combat, c'est sur les scènes, c'est sur les scènes, c'est dans les studios d'enregistrement. Et dites-nous aujourd'hui quelle est votre étape et votre actualité musicale. Mon actualité musicale,
je peux dire, le quotidien que nous vivons aujourd'hui. Au Mali, de part en Afrique, vous imaginez aujourd'hui, quand peut-être 1, 2, 3, 4, 5, chaque 5 secondes, peut-être il y a un jeune qui vient de décider de quitter l'Afrique. Pourquoi? Parce que les dirigeants africains ont vendu l'Afrique. Les dirigeants africains ont vendu ce continent, nos richesses. Eux-mêmes, ils vendent nos richesses, eux-mêmes, ils pillent. Aujourd'hui, quand on prend l'exemple sur le Mali est un pays, quand on prend depuis l'histoire de Kankou Moussa, où l'or vraiment est allé sur nos sous-sols. Mais aujourd'hui, combien de jeunes profitent de cette richesse? Combien de jeunes profitent de cette richesse au Mali? Nos secteurs clés sont négligés. L'éducation n'est qu'un souvenir. Nos hôpitaux sont des lieux de deal. Trop de chômeurs autour du thé. Les loyers sont chers. L'électricité nous charge. L'eau du robinet noire. Le Malien, l'Africain. Mais pourtant, nos dirigeants, ils s'offrent le luxe du jour au lendemain, pendant que leur population souffre. Alors mon combat aujourd'hui, c'est vraiment d'essayer de freiner tout ça, d'inculquer cette politique, sinon d'imposer la politique de Thomas Sankara à nos dirigeants. Vous voyez? C'est un combat, je dirais, en un point vraiment sincèrement qu'il faut soutenir pour que cette migration, cet exode rural dont vous venez de parler, les jeunes africains sont obligés de fuir l'Afrique car les conditions ne sont pas réunies pour les créer au moins de quoi à trouver de l'emploi, de quoi ne serait-ce à vivre décemment. Et donc c'était un désastre qu'on constate. C'est-à-dire que l'Afrique c'est vide de sa substance. Justement. Alors donc, Sangyang de ceux-là, de ces jeunes qui ont pris cette conscience et qui ont le bâton de pèlerin en main pour dire à nos dirigeants, hâte, l'Afrique a déjà trop signé, l'Afrique est dans l'agonie. Alors donc, donc vous préconisez donc à nos dirigeants africains qui, ma foi, ont tendance à ne pas écouter leur peuple? Ce que j'ai à dire à nos dirigeants, qu'ils sachent que le pouvoir appartient au peuple. Tout à fait. C'est quelque chose qui les a été conféré. Alors quand on vous confie le pouvoir, mais faites la volonté du peuple. C'est le peuple qui t'a confié ça. Faites sa volonté. Quand tout président, tout dirigeant qui veut s'éterniser au pouvoir, qu'il fasse la volonté du peuple. Qu'il fasse la volonté du peuple. Thomas Sankara l'a dit, il n'y a pas de plus grand fétiche que le peuple. Le fétiche le plus puissant, celui qu'on ne pourra jamais vaincre, c'est le peuple. C'est le peuple. Tu fais la volonté du peuple là, il va t'éterniser au pouvoir. Aujourd'hui, quand on prend l'exemple, par exemple, sur le président rwandais, Paul Kagame. Paul Kagame, le peuple rwandais est derrière Paul Kagame. À l'unanimité. Pour quelle raison? Oui. Il fait la volonté. Voilà, parce qu'il fait la volonté du peuple. Qui se retrouve en lui. Il fait la volonté du peuple. Il est avec le peuple. Oui. On a une démocratie, comme on le dit. Moi, je ne dirais pas la démocratie, c'est... L'Afrique vit une démocratie. Une démocratie. Ah, là, c'est catastrophique. Voilà, le peuple, là, au lieu de passer votre temps à aller égorger des bœufs noirs, des chèvres noires, des poulets noirs enterrés, tout le temps passer chez les marabouts, si je me permets de dire, je m'excuse pour le terme, même tuer des albinos sur des fétiches. Mais des sacrilèges. Des sacrilèges, des sacrifices sordides. Mais faites la volonté du peuple. C'est le peuple là qui est ton fétiche. Si tu fais la volonté du peuple là, qui est ton grand fétiche là,
il va t'éterniser au pouvoir. Ce ne sont pas vos fétiches qui vont vous éterniser au pouvoir. Il y a de ces rois-là, ces rois qui étaient encore plus canqués que les présidents actuels. Mais où sont-ils aujourd'hui? Ils sont tous partis. Ils sont tous partis. Mais faites la volonté du peuple. Sankara, aujourd'hui, moi je dirais que jusqu'à preuve du contraire, Sankara demeure comme le seul et l'unique président de l'Afrique. Ouais. Voilà. Ouais. Parce que même à sa mort, après plus de combien d'années, oui. Jusqu'à présent, il reste l'idole, repère de la jeunesse africaine. Et les 90% de la jeunesse africaine se retrouvent dans ses yeux, dans son combat, dans sa vision politique. Justement, mais les dirigeants africains aujourd'hui, pourquoi ils ne sont pas jaloux? Pourquoi ils n'essayent pas au moins d'imiter le président Thomas Sankara, histoire à ce que après leur mandat, pour que vraiment la jeunesse puisse vraiment, le peuple puisse vraiment dire à la présence de ces présidents, franchement, le pays a vu vraiment une croissance, le pays vraiment a bougé pendant son pouvoir. Pourquoi pas? Pourquoi ils ne peuvent pas faire ça? La question reste donc posée et comme venait de le dire notre leader d'opinion, très charismatique, je dirais Thomas Sankara Junior. Vous le voyez avec un béret et un treillis, et vous voyez, c'est son souci. Il se ressemble très très bien. Donc, comme cette citation de Thomas Sankara, le peuple doit être le fétiche de tout chef d'État qui veut s'éterniser au pouvoir. Et au lieu d'aller faire des sacrifices de Benoît, des poulets noirs ou encore des sacrilèges, comme il le disait. Bon, voilà, donc il faut plutôt faire ce dont le peuple t'a élu, c'est-à-dire les questions de santé, les questions d'éducation, les questions d'emploi et les questions de formation et tout ce qui s'ensuit. Alors, ceci étant... Sangyang, nous sommes aujourd'hui dans un contexte vraiment au Mali, un contexte, je dirais, de crises multiformes. Oui. Il y a de l'autre côté la crise sécuritaire qui, ma foi, ne s'estompe pas. Il y a également aujourd'hui la crise économique et financière qui frappe de plein fouet. Et sans oublier en fait cette crise sanitaire qui est la pandémie de Covid-19. Et le Mali encore vraiment est à la croisée du chemin, car après les élections législatives, il y a eu pas mal de mécontents. Et nous ne sommes pas sans savoir qu'il y a une grande marche qui est programmée pour le vendredi à venir. Et le mot d'ordre de cette sortie, c'est de demander au chef de l'État de démissionner. Qu'en penses-tu de tous ces panoplies de situations un peu très, 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 très conflictuelles? Moi, la crise au Mali aujourd'hui, effectivement, est vraiment un paradoxe aujourd'hui. D'abord, prenons la guerre au septentrion du Mali, au centre du Mali. Aujourd'hui, la guerre, partout où il y a la guerre, on ne peut pas parler d'économie. Pas du tout. On ne peut pas parler d'économie. Pas du tout. Et moi je dirais qu'ils ont négligé cette guerre. Ils ont négligé cette guerre. Aujourd'hui, hier c'était le problème de Kidal. Aujourd'hui, le centre. Précisément le pays Dogon, précisément. Les Peuls et les Dogons qui financent ces djihadistes. Peul et Dogon, c'est peut-être un peu, je dirais que c'est péjoratif. C'est un peuple qui vit en harmonie depuis la nuit des temps. C'est un peuple qui vivait en harmonie depuis la nuit des temps. On connaissait justement, je me rappelle quand on était encore gamin, les conflits entre Peul et Dogon, c'était juste pendant l'hivernage. Tout à fait. Pendant l'hivernage, justement, voilà, parce que les cultivateurs et les éleveurs ne peuvent pas vraiment
vraiment cohabiter sans qu'il n'y ait des bobos. Ça c'est un peu partout, quoi. Justement, ça c'est un peu partout. Oui. Mais toujours est-il que c'était vraiment l'harmonie, la cohabitation, tout à fait, la cohésion sociale. Exactement. Tout à fait. Et ces tensions étaient réglées vite fait. Mais aujourd'hui, ça s'amplifie. C'est des armes. Des armes venues de je ne sais pas d'où. Mais qui finance ces djihadistes? C'est un scandale, camarades. Vous imaginez aujourd'hui le pays Dogon. Le pays Dogon, c'est un patrimoine mondial. Ah oui, hein, c'est un patrimoine mondial. Quand on dit pays Dogon, c'est un patrimoine mondial. Oui. Imaginez aujourd'hui des greniers brûlés. Des greniers brûlés, mais qu'est-ce qu'ils veulent? Qu'est-ce qu'ils ont juste derrière la tête? Est-ce qu'ils veulent vraiment s'aimer la famine? Moi, je lève mon petit doigt peut-être pour dire que c'est une manière encore de dépeupler l'Afrique, de dépeupler le monde. Parce que moi, je suis guide touristique. J'étais guide touristique avant, oui, bien sûr, avant la guerre. Moi, j'étais guide touristique. Vous en savez. J'ai une fois, j'étais avec un Canadien qui m'a dit que Sylvain, j'ai remarqué que deux femmes sur 3 ont un bébé au dos. Voilà, je lui ai répondu, j'ai dit, oui, ça veut dire que l'avenir est radieux. Parce qu'on ne peut pas parler d'avenir d'un pays, on ne peut pas parler de développement sans la démographie, justement. Tout à fait, la démographie compte beaucoup. Justement, aujourd'hui, il y a des déplacés partout. Le pays de Dogon est en train de se faire vider. Les greniers sont brûlés. Des femmes sont tuées, des enfants. C'est apocalyptique. C'est apocalyptique. Aujourd'hui, quand on dit que l'économie du Mali est basée sur l'agriculture, l'élevage et la pêche, les Dogons, ce sont des cultivateurs en puissance. Alors, s'il n'y a pas de stabilité, est-ce qu'on peut parler d'agriculture? Il n'y a pas d'activité. Il n'y aura pas aucune activité n'est possible dans l'insécurité. Il y en a qui vivaient du tourisme. Et par centaines. Les guides, les femmes, les restaurateurs, des antiquaires. Il y a tout un ensemble d'activités liées au tourisme. L'hôtellerie et tout. Après, selon les statistiques, c'est après la production aurifère. Le tourisme venait en deuxième position. Tout à fait. L'économie du Mali. Et aujourd'hui, s'il n'y a pas de tourisme, c'est un manque à gagner pour l'économie du pays. Pour l'économie du pays. Et est-ce que les autorités sont aussi conscients de cette réalité aussi bien que nous le sommes? Moi, je dirais qu'ils sont conscients, mais ils sont encore négligents. Et c'est du laxisme, comme on le dit. C'est du laxisme. Qui ne dit pas son nom. Qui ne dit pas son nom, camarade. Mais vous pouvez imaginer tous ces Dogons ou Peuls qui se déplacent. Mais ils payent les impôts. Ils payent les impôts pour leur sécurité, pour avoir au moins une vie, même si ce n'est pas une vie meilleure, mais quand même le minimum. De stabilité. L'armée débandale à tout moment. Il faut qu'on le dise. L'armée malienne a failli à sa mission. On continue d'encourager l'armée à la débandale. Et moi, je dirais plutôt que l'armée malienne, ce ne sont pas les djihadistes qui tuent l'armée malienne, mais ce sont plutôt ceux qui encouragent l'armée malienne à fuir. Bon, c'est là un cri de cœur. C'est dire que l'armée malienne, c'est des braves hommes, certainement qui sont dévoués, mais quelque part, il y a anguille sous roche. Oui. Il y a quelque chose qui ne va pas. Soit on les pousse à ne pas agir, ou soit on les décourage, ou soit ils n'ont pas les moyens nécessaires pour faire face à ces bandes armées qui sont très, très, très puissamment armées. Il y a quelque chose qui ne va pas. Moi, je dirais plutôt que d'abord, la guerre. Oui. La guerre, je ne suis pas un va-t-en-guerre. Mais quand il s'agit vraiment de défendre la nation, ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix. Ouais. Ça n'a pas de prix. Ouais. La guerre, c'est la stratégie et la détermination.
L'armée malienne est venue nous dire comme quoi on n'a pas d'armement, on n'a pas les moyens nécessaires, on est mal payé, on est ceci, de n'importe quoi. Ils sont venus nous raconter tout. Mais c'est pas avec les mêmes armes que l'armée malienne, ils sont venus s'entretuer lors de la contre-coup d'État. Aujourd'hui, au pays d'Ogon, ils ont abandonné des armes. J'en ai vu, il y a les vidéos où un Dogon vient parler à un djihadiste, avec un djihadiste dans un blindé abandonné par l'armée malienne. Oui, mais sans qu'il y a, là où le paradoxe est, qui se pose comme une équation, il y a des forces étrangères qui sont là. Il y a, bon, je ne dirais pas l'amunissement. Si l'amunissement, on dit que c'est une force qui est là pour une force, je dirais, d'interposition ou bien de protection des civils. Il y a les forces Barkhane, les forces françaises, j'allais dire. Et toutes ces forces sont là. Et malgré toute cette présence, comment expliquons-nous cette débandade de notre armée? Monsieur, camarade, permettez-moi de vous dire encore cette citation de Thomas Sankara. Qui dit, je cite, un peuple conscient ne saurait confier la défense de sa patrie à un groupe d'hommes, quelle que soit leur compétence. Le peuple conscient défend lui-même sa patrie. Un peuple conscient ne saurait confier sa défense à quelle que soit cette force, une minorité. Le peuple doit lui-même prendre en main sa défense. C'est une citation, une pensée très forte de Thomas Sankara là, qui sous-entend que... Voilà, qui sous-entend que... pourquoi est-ce que nous comptons sur l'aide étrangère? Nous avons notre armée, nous avons dit à l'armée française de partir en 1961. Nous avons dit à l'armée française de partir. Mais pourquoi aujourd'hui nous crions l'armée française, si l'armée française n'est pas là pour nous aider, qu'elle s'en aille, que si la force Barkhane, si les casques bleus ne sont pas là pour nous aider, qu'ils s'en aillent. Mais non. Au Rwanda, il y a quelque chose qui ne va pas. Justement, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Vous avez pris les armes, vous avez porté la tenue pour défendre la nation. Quelle que soit la situation qui sévit. Donc vous devrez le faire. Vous devrez le faire. On va épuiser ce chapitre pour attaquer et cet autre volet qui, ma foi, qui vous tient beaucoup à cœur également. Oui. Si l'éducation, c'est-à-dire aujourd'hui, vraiment, l'école malienne est, je dirais, est-ce qu'on dira qu'elle est malade ou bien qu'elle est morte? Moi, je dirais plutôt que l'école malienne, pour parler de l'école, je dirais qu'elle n'existe pas. Elle n'existe vraiment pas. Voilà. Je ne dirais pas qu'elle est morte. Et parce que vraiment, on constate que depuis le début de l'année, je dirais bien, dans les écoles publiques, on a eu que peut-être si on peut comptabiliser 2 mois seulement vraiment de cours réguliers. Et actuellement, il y a toujours le statu quo. On nous disait qu'il y a la reprise depuis hier. On assiste aujourd'hui également à ces enseignants, ces syndicats, des enseignants qui encore tapent du poing de la table pour revendiquer l'application de l'article 39 qui stipule que vraiment tous les fonctionnaires devraient être majorés. Alors donc ça veut dire que la plaie est toujours là béante. Oui. Quelle est votre analyse de cette situation? Moi je dirais que le gouvernement a plutôt fait une fuite de responsabilité. Quand vous signez un accord avec un syndicat, vous, sans pour autant penser, sans pour autant imaginer au préalable les conséquences, est-ce qu'avant de signer cet accord, est-ce qu'on sera en mesure de vraiment honorer nos engagements? Alors, si toutefois, vous n'avez pas y pensé, une fois déjà signé cet accord, ben pourquoi donner cette faveur aux autres fonctionnaires et écarter le corps enseignant. Mais les enseignants ont bel et bien raison. Quiconque aujourd'hui n'aime pas le bien-être. Tout le monde aime le bien-être. Tout le monde aime le bien-être. C'est le droit absolu. C'est le droit absolu.
Et puis, l'article là, c'est une loi. C'est une loi. Et une fois qu'elle est votée ou bien une fois que vous l'avez prise d'une manière consensuelle, Justement. il faut l'appliquer. Il faut l'appliquer. Mm. Il faut l'appliquer. Ouais, elle devient constitutionnelle. Justement, elle devient constitutionnelle. Depuis combien d'années les anciens sont en train de revendiquer? Moi, je peux me permettre, depuis au temps de Moussa Traoré, les anciens sont marginalisés dans ces pays. Les gens qui forment votre ressources humaines, si vous les négligez de la sorte, comment est-ce qu'ils pourront transmettre leurs connaissances? Je crois que c'est difficile. Un enseignant qui a faim, qui a des problèmes à la famille, qui n'arrive pas à payer son loyer et puis le courant. Vous imaginez? Vous voyez un peu avec quel état d'âme il pourra venir enseigner, inculquer ce savoir à des enfants. C'est vraiment une question. Justement, c'est vraiment une question. Et bien, s'il revendique, et déjà que l'article 39, c'est l'article 39 qui est vraiment aujourd'hui un obstacle, vraiment un frein à l'éducation malienne aujourd'hui. Sinon, l'éducation malienne... Son non-application, bien sûr. Voilà, son non-application. Sinon, moi je me permets, depuis le temps d'Alpha Omar Konaré à nos jours, il n'y a pas, l'éducation malienne n'existe pas. Vous imaginez, Alpha Omar Konaré a dit un village, une école. Ces écoles-là sont abandonnées, ces salles de classe-là. Moi, je vous dis que je suis guide touristique, j'ai beaucoup voyagé dans ce pays. J'ai vu des salles de classe où c'est des chèvres ou des ânes qui passent la nuit dans ces salles. Il n'y a pas d'école. Il n'y a pas d'école. Ouais. Aussi, toutefois, c'est soit 2 enseignants par école, avec plus de 100 élèves dans une salle. C'est pas facile. C'est pas facile. Pas du tout. Est-ce que si on prend par exemple l'UNESCO et les règles de l'éducation de l'UNESCO, c'est en violation avec ces règles qui vraiment recommandent un certain nombre d'élèves écoliers dans une salle pour que le professeur, l'enseignant puisse vraiment... Justement. Voilà, tout à fait. Justement. Donc depuis ce temps jusqu'à nos jours, c'est le même scénario. Alors est-ce qu'on peut dire que l'école malienne existe? Depuis plus de 30 années, on peut dire, on est dans vraiment ce cycle infernal de comment vous appelez, d'années blanches ou d'années inachevées. Bon, voilà. Est-ce que Sangyang, c'est pas le système, l'ancien système, le système colonial qui continue, c'est-à-dire on décapite toute une éducation, comme disait l'autre pensée. Pour mieux abattre une nation, il faut justement son éducation. On n'a pas besoin de prendre les armes. Voilà, il faut s'attaquer à son éducation. Et implanter la corruption. La corruption. Effectivement, c'est malheureux parce que l'avenir de toute une nation repose sur ses ressources humaines. Les ressources humaines, c'est les enfants. C'est les enfants. Donc vraiment, je pense que encore une fois de plus, les autorités ont ce devoir de responsabilité et vraiment de sauver enfin l'école malienne. L'école malienne, justement. D'accord. Et bien, donc nous allons parler maintenant de cette pandémie du Covid-19 qui a fini par paralyser l'ensemble de la planète Terre. Et bon, je vois certains qui encore pensent que c'est du leurre ou bien c'est de l'utopie, qui disent que non, cette maladie c'est un fonds de commerce et tout. Est-ce que selon vous, les règles ou les mesures prescrites et les gouvernants africains ont vraiment suffisamment mené à mieux ce combat? Bon, moi, je dirais qu'ils font encore de leur mieux. Ils font de leur mieux. Parce que tout d'abord, comme on le dit dans notre langue, mieux vaut... comment l'expression me manque. Prévenir que guérir. Voilà, mieux vaut prévenir que guérir. C'est vrai, moi, il y a pas mal d'Africains, il y a pas mal de gens qui pensent vraiment que cette maladie est imaginaire, est un business. Voilà, justement, je les en veux pas aussi. Moi, je les en veux pas. Parce qu'en réalité, l'homme du système, l'homme du système est capable de tout. D'accord. Moi, personnellement, je dirais que ce n'est pas une maladie imaginaire. Certes, ça existe. C'est une maladie qui existe.
C'est une maladie qui existe, mais qui a été créée. D'accord. Voilà. L'homme du système, comme je l'ai dit, l'homme du système est capable de tout. C'est une maladie qui a été créée, histoire encore de dépeupler le monde. Pas seulement que l'Afrique, de dépeupler le monde. Et je reviens toujours à cet aspect qui semble vraiment te tenir à cœur, parce que tu parles tantôt vraiment de dépeupler. C'est comme si des statistiques avaient révélé que le monde à un certain moment serait vraiment le peuple, la démographie serait très 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 élevée, que les populations ne seront pas à mesure en fait, d'être productifs. Exactement, il y a ça, il y a cet aspect, mais force est de reconnaître également qu'il y a de ces gens démoniaques de par le monde qui sont contre tout ce qui est la volonté de Dieu, l'Éternel. Ils encouragent non seulement des gens qui encouragent non seulement l'homosexualité, qui parlent de l'homosexualité. C'est abomination. C'est abomination. Il y a pas, quand il y a l'homosexualité, il n'y a pas de procréation. Il n'y a pas de procréation. Ils créent des guerres, des épidémies, histoire de dépeupler le monde. Parce que Dieu a dit, multipliez-vous et remplissez la terre. Multipliez-vous et remplissez la terre. Alors, mais eux, ils s'unissent pour dépeupler la terre. Moi, j'en suis sûr que il y a anguille sur roche. Sur roche. D'accord. Donc le système continue toujours vraiment d'être contre la volonté du créateur. Justement. Et on crée toujours de quoi vraiment soit poser des problèmes sanitaires, des problèmes de guerre et tout ça. Exact. Ok, donc dans ce chapitre, alors, donc, nous allons également dire aux populations de quand même veiller à observer. Justement, quand même, malgré tout, partant de là, la population, vraiment, j'invite la population à respecter les mesures barrières. Même si toi, personnellement, tu es sûr que c'est une maladie qui a été créée, qui est une invention, que qui est politique ou que ce soit économique, là, respectons respecter les mesures barrières, la distanciation également, de se pour protéger les autres et également. Bien, donc Sang Yang, nous sommes en train de terminer cette émission et nous ne serons terminés cette émission sans parler de l'actualité qui est une actualité brûlante. Il y a un appel à une mobilisation, je dirais pas grande mobilisation, une petite mobilisation pour le vendredi à venir, c'est après-demain. Oui. Et le mot d'ordre qui est vraiment lancé, c'est de demander la démission du chef de l'État. Oui. Alors, donc, Sang Yang, et comment interprétez-vous cela? Est-ce que le chef de l'État n'a pas trop donné le temps à la situation de pourrir jusqu'à ce qu'on soit à ce stade? Et quel message que vous avez justement, moi personnellement, vous me permettez que je recule un peu, en 2013, moi personnellement, j'ai refusé de voter. D'accord. J'ai refusé de voter pour quelle raison? Parce que pour moi, ces candidats ne méritaient pas d'être éligibles. En 2013, le président aujourd'hui Ibeka, le président Ibrahim Boubacar Keïta, je m'en excuse, aujourd'hui qui est détesté par ce peuple, c'est ce peuple qui a élu Ibeka en 2013 pour la simple raison parce que le peuple avait cru comme quoi c'était lui l'homme de la situation, et le peuple s'est fait aussi duper par les leaders religieux. Les leaders religieux ont dupé le peuple histoire de voter Ibeka. Quel Malien ne connaît pas l'histoire de ce président? Qu'est-ce qu'il n'a pas fait? Quel est le poste qu'il n'a pas occupé avant d'être président? Oui. Il a eu à dire que si vous n'étudiez pas, nous on a
comment on dit là, nos enfants disons, iront étudier et viendront vous commander. On a gouverné vos parents. Et nos enfants viendront, voilà, iront étudier, ils viendront vous gouverner. Eh bien. Ici, le Mali a entendu ça. D'accord. Mais pourtant, c'est des enfants. Pourquoi est-ce qu'on peut étudier, aller jusqu'à l'université et sortir et refuser d'aller étudier parce que voilà, il y a ceci. Mais qu'est-ce qu'ils revendiquaient? Mais je ne peux pas imaginer que moi, j'ai étudié au village. Mes parents payaient les impôts. S'ils ne payaient pas les impôts, vous les prenez, vous les humiliez devant tout le monde. Et que nous, on a fini les études primaires, secondaires, on vient à l'université, on sait qu'on a nos droits, nos bourses, on sait que nos bourses sont là, c'est notre droit le plus absolu. Vous prenez ces bourses-là, vous travaillez avec les commerçants, histoire de prendre des commissions. On revendique ça. Vous refusez de nous donner. Le Malien a vu tout ça, mais il a accepté. Il a dit que oui, non. Ibrahim Boubacar Keïta, c'est un homme de principes. C'est un homme de cela. C'est lui qui est la solution à quoi. Bon, maintenant que la solution est en train de devenir le problème. Oui. Et venons-en à cette marche, qui est bien sûr un droit constitutionnel. Oui. Alors donc, est-ce que vous n'avez pas un peu vraiment des suspicions quant à vraiment l'ordre du jour et qu'est-ce que cela peut entraîner si jamais il y a des débordements? Bon, moi, je peux pas vraiment me prononcer sur au cas où il y aura des débordements. Mais tout ce que moi je sais, si vous voyez aujourd'hui qu'on est arrivé là, c'est que il y a eu le président, il y a eu trop de problèmes. Les problèmes sont trop accumulés. Voilà, sont trop accumulés. Ils ont exagéré. Le peuple a crié. Le peuple a crié depuis que le président est venu au pouvoir. Le peuple malien ne fait que crier. On a regretté. Pourquoi? Pourquoi cela? On a regretté. Pourquoi il ne fait pas ci? Pourquoi? D'abord, l'achat de l'avion. Et j'en passe. Le dernier événement, les élections législatives précédentes, il y en a trop de problèmes. Donc le peuple veut s'exprimer pour revendiquer un droit. Justement. Sur ce, Sangyang, nous allons terminer en beauté avec un acapella et pour terminer cette émission. Un acapella pour terminer cette émission. Ouais. Et je vois déjà de l'autre côté de la cabine, on me lève les doigts pour me dire time is up. Oui, nous sommes conscients de ce que le temps est pris sur nous. Oui, nous allons donc écouter vraiment cet acapella de ce grand musicien du nom de Sangyang qui est l'une des voix des sans-voix. Il faut conseiller ton mari, Madame la première dame. Le jour où il y aura bang bang, vous allez tous fraya. Il faut conseiller vos maris, mesdames les premières dames, sinon le jour où il y aura bang bang, vous allez tous fraya. Où étais-tu quand ton mari volait le peuple? Où étais-tu quand ton mari bâillonnait le peuple? Où étais-tu, madame la première dame, quand ton mari tirait sur le peuple? Où étais-tu quand ton mari dupait le peuple? Il faut conseiller ton mari, première dame, madame la première dame, sinon le jour où il y aura bang bang, vous allez tous fraya. Vous allez tous fraya. Donc c'est donc avec ce message très fort de Sangyang que nous allons terminer cette émission. C'est dire aux premières dames, car on dit derrière un grand homme se trouve une grande dame. Première dame, c'est le message. Toutes les premières dames d'Afrique, c'est le message de Sangyang. Conseillez vos maris, sinon le jour qu'il y a bang bang, c'est tout le monde qui va fraya. Mesdames et messieurs, chers téléspectatrices et téléspectateurs de Malikounda Foni TV, c'est ainsi que prend fin cette grande émission Mali Débat qui avait aujourd'hui avec le Sylvain Sawadogo, qu'on surnomme
Sangyang Sankarayam. Sankarayam, c'est le souci de Thomas Sankara. Et merci d'être venu à notre appel. Merci à vous. Bye. Et à très bientôt. Et bonne chance pour votre carrière. L'Afrique ou la mort, nous vaincrons. Si ça...